Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On vous retrouve tous les dimanches à 7h sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. On parle de quoi aujourd'hui ? On va raconter déjà la marque Seb, cette saga de la semaine. On va recevoir Sarah Lelouch, fondatrice de la Société de la diversité du cinéma français. On va parler de cinéma, de production, de technologie, mais bien sûr aussi d'entrepreneuriat. Et on terminera avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça donnera un prolongement de cette interview qu'on va voir et recevoir dans un instant. Exactement, tout de suite, c'est parti. On commence en partenariat avec le magazine Entreprendre. La saga de la semaine, c'est une marque mythique, connue pour ses mixeurs, pour ses robots. Elle a plus de 160 ans, la Société d'embouteillage de Bourgogne. Ça vous dit peut-être rien. Si je vous donne l'acronyme, c'est SEB. Et là, ça vous dit quelque chose, évidemment. Et ça démarre en 1857, Jean-Marie, le jour où Antoine Lescure, rétameur ambulant. Alors c'est quoi un rétameur ? Déjà, c'est un ouvrier qui recouvre des ustensiles d'une couche d'étain fondu de façon à ce qu'il ne s'oxyde pas, décide de s'installer à Selonget, en Bourgogne, en créant une société de fabrication de bassines émaillées. Alors elle sera reprise de père en fils et fabriquera casseroles, passoires, moules à gâteaux, cafetières, articles de laiterie. J'arrête là, mais il va contribuer ainsi à équiper les foyers en appareils domestiques neufs. Les bases de l'entreprise sont jetées et en 1944, elle se baptisera Seb. Alors quel est le produit qui fait connaître Seb du grand public ? Vous savez, la fameuse cocotte minute en 1953, qui va purement et simplement révolutionner la cuisine. Ce sont des millions de cocottes minutes qui ont été vendues à travers le monde. D'ailleurs, cette fameuse cocotte minute, pour ceux qui ne le savent pas, sera inventée par Roland de Vedjian en 1948. Ouais. Roland de Vedjian, qui n'est autre que le père de l'ancien ministre Patrick de Vedjian, décédé il y a 4 ans, en mars de la Covid. À partir de cet instant, Seb va se développer très fortement en proposant une très large gamme de produits: autocuiseurs, fer à repasser, machine à café, robots culinaires. Elle invente également en 1967 la première friteuse électrique sans odeur, le grille-pain tout automatique en 70. À l'aube de l'an 2000, Seb invente le premier cuiseur vapeur électrique. Et on se rend pas compte de la performance que c'est d'avoir une friteuse électrique sans odeur. Mais alors Seb, c'est pas seulement Seb, il y a d'autres marques mythiques. Complètement, parce que Seb, ce sont des rachats successifs. Tefal, avec ses fameuses poêles en 1968, Calor en 72, Reventa en 88 et Moulinex, bien connu également pour ses cocottes minutes, en 2001. Toutes ces acquisitions vont permettre à Seb de devenir le leader mondial du petit électroménager. Pas mal, non ? C'est français, comme on dit. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. On accueille Sarah Lelouch, grand témoin de la semaine. C'est la fondatrice et présidente de la Société de la diversité du cinéma français, mais aussi du Tech Cannes. C'est un événement qui est lié aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle appliquée au cinéma. Ça aura lieu pendant le Festival de Cannes, qui a lieu cette année, je le rappelle, du 17 au 20 mai prochain. Bienvenue à vous, Sarah Lelouch. Vous êtes l'invité de Thomas Binet sur Sud Radio. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Sarah Lelouch, on va parler dans un instant de l'événement dont vient de parler Jean-Marie, justement, que vous allez organiser à Cannes. Mais vous êtes avant tout la présidente de la DCF, société donc de production qui vise, grâce à la technologie Web3, vous nous expliquerez ce que c'est que le Web3 dans un instant, à offrir à l'industrie du cinéma une nouvelle source de financement et à proposer au public de participer à la création des films de demain. Alors concrètement, ça consiste en quoi ? Écoutez, ça consiste, juste comme vous venez de le dire, à produire des films, mais d'une nouvelle façon, en utilisant les nouvelles techs. L'idée, c'était que j'avais vraiment envie d'apporter le cinéma à la portée de monsieur et madame tout le monde. C'est pas facile d'avoir accès au cinéma quand on ne connaît pas cet univers-là, surtout quand on n'habite pas à Paris, Donc j'avais envie aussi d'aller chercher des nouvelles idées, parce qu'en fait les idées elles sont partout, et je me suis dit comment est-ce que je peux faire ça, et donc voilà, l'idée de la diversité du cinéma français, c'est avant tout ça, c'est démocratiser le cinéma et permettre à tout le monde, à la fois de nous proposer des idées et à la fois de participer à la création des films du début à la fin du process et de les impliquer dans ce processus de création. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant, mais d'abord je voudrais qu'on s'intéresse un peu à vous, si vous le permettez. Vous êtes notre grand témoin de la semaine. Vous avez été productrice, animatrice, journaliste, chroniqueuse en radio et télévision. Alors, Sarah Lelouch, quand on est la fille de Claude Lelouch, l'homme aux 50 films, on ne peut pas s'envisager d'autres destins professionnels en dehors du cinéma ou de la télé, tout en sachant que la télé, vous l'avez arrêté, sauf erreur de ma part, en 2011.
En fait, si j'ai fait de la télé, c'est certainement par esprit de contradiction, parce que ma mère m'a toujours dit quelque chose. Elle m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu fais surtout pas de cinéma. Et donc, j'ai choisi la télé. Mais le virus m'a rattrapée. Ouais. J'ai adoré faire de la télévision. J'ai adoré produire des émissions de télé. Après, j'ai basculé sur le documentaire. Le documentaire, c'est un travail qui est beaucoup plus long que de faire des émissions de flux et de fournir rapidement, enfin de livrer rapidement. Et j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur des projets pendant 1 an, 2 ans. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de commencer à m'intéresser à la fiction. Et voilà. Vous dites que votre maman vous disait de pas faire de cinéma. Il n'en retire pas moins quand même que vous avez joué à l'âge de 10 ans dans Un homme et une femme, on est d'accord? Oui, mais alors écoutez, ça c'est mon père qui adore mettre tous ses enfants dans tous ses films. Tu vois, c'est sa petite touche. Hitchcock, on le voit dans tous ses films, et lui, il met au moins un de ses enfants dans tous ses films, et quand il n'arrive pas à mettre les 7 en même temps. Je voudrais citer votre père, si vous le permettez. Dans une interview récente, il a dit « Quand je tourne Un homme et une femme, j'en suis à mon 7e film. Aucun n'a marché et je me dis que peut-être je ne suis pas fait pour ce métier. Je décide d'en réaliser un dernier et de prendre tous les risques. C'était une sorte de suicide. Je me persuade que si celui-là ne marche pas, je ferai autre chose. Et ça a marché au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. » Est-ce que la grande leçon de cette histoire, c'est pas la persévérance, la résilience? Du coup, avez-vous le même rapport à cette situation que le sien? Oui, complètement. C'est ça, c'est un combat. À un moment donné, la question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête quand les choses ne marchent pas, et à quel point il faut persévérer. Moi, j'adore la philosophie de mon père, qui est avant tout celle de prendre un maximum de risques et de mettre. Donc vous êtes dans le risque comme lui, en qualité d'entrepreneur. Oui, aujourd'hui encore plus que jamais. J'ai toujours pris énormément de risques. J'ai souvent produit sur fonds propres. C'est difficile. C'est un vrai risque, effectivement. C'est un vrai risque. Et c'est vrai que ça m'a toujours porté chance, en fait. Jusqu'à présent, je touche ma tête. Donc pas d'échec? Si, il y a forcément des échecs, évidemment. Parce que ça, c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent aussi ce matin. On raconte toujours les sagas de ceux qui réussissent, mais malgré tout, pour réussir, il y a souvent un chemin jalonné d'échecs avant. Je pense pas qu'il y ait une personne aujourd'hui qui réussisse sans connaître d'échecs. Ouais. C'est les échecs qui nous font apprendre, c'est les échecs qui nous font rebondir. C'est quand on est au pied du mur qu'on doit trouver des solutions. Donc ils sont indispensables, ces échecs. Et ils vous ont plus appris que vos réussites? Oui. Oui. Oui, évidemment. Parce qu'on se remet plus en cause. Quand on a la réussite, on profite de la réussite. On surfe sur la réussite. Le projet qui suit une réussite est beaucoup plus facile à monter. Et quand on est dans l'échec, il faut faire preuve d'imagination. Et la contrainte sollicite l'imagination. Ça aussi, c'est une phrase de mon père, mais c'est tellement vrai. Vous allez mettre en place donc au mois de mai, Jean-Marie le disait dans le lancement, le Tech Cannes. Alors. En quoi ça consiste en quelques mots? Je voulais juste, oui, absolument, mais je voulais juste rectifier, parce que Tech Cannes, c'est avant tout un écosystème. C'est un club qui va vivre à l'année. C'est ce que je voulais vous dire après, mais je vous en prie. Non, mais c'est important de le préciser, parce que, en fait, c'est un club, c'est un nouvel écosystème qui vise à réunir les géants de la tech avec les géants du cinéma, et plus généralement avec les géants de l'audiovisuel. Et c'est vrai que le lancement de ce club aura lieu à Cannes, sur la plage Vilebrequin, sur la Croisette, du 17 au 19. Et là aussi, c'est un vrai pari, mais en même temps, c'est un pari qui me semble très cohérent. Vous parliez tout à l'heure de la diversité du cinéma français, qui est ma deuxième société de production, qui a donc cette particularité d'utiliser la tech pour produire des films d'une nouvelle façon. Donc je suis partie en levée de fonds, et donc j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'investisseurs avec 2 typologies, celle des investisseurs tech et celle des investisseurs cinéma, ou en tout cas dans l'univers de l'audiovisuel. Et c'était vachement intéressant, parce que les investisseurs tech me disaient: ton projet il est super. Ils étaient peut-être polis, mais bon, j'ai réussi à lever, mais ils me disaient: ton projet il est super, mais en fait c'est compliqué d'investir parce qu'on ne connaît pas l'écosystème du cinéma, on ne connaît pas l'économie. Pour nous, c'est vraiment à risque d'investir sur le cinéma. C'est sûr que c'est pas de l'immobilier, mais donc ils étaient très refroidis. Et à l'inverse, quand je parlais avec les gens de l'audiovisuel, ils me disaient: ouais, ton projet il est super, mais là tu nous parles de Web3, tu nous parles de blockchain, tu nous parles d'IA, et ça ce sont des mots qui font très peur, en tout cas en France. Et je me suis dit, mais c'est dingue que ces 2 industries finalement ne peuvent pas avancer l'une sans l'autre. Depuis toujours, elles avancent
concurrence l'une avec l'autre. Je veux dire, l'arrivée de la couleur, c'est une technologie. Le 4K, c'est une technologie. Et ben, ces deux industries ne savent pas se parler. Ils ont peur les uns des autres, ils ont peur des mots. Donc, tout à l'heure, je parlais de démocratiser le cinéma. Ben, j'ai aussi envie de démocratiser la tech et faire en sorte que ces deux univers, en se parlant, créent de nouvelles synergies, que ce soit tech ou artistique. Vous viendrez nous en reparler, justement, quand vous aurez fait cet événement et que vous aurez mis en place donc la vie de ce club. On va vous retrouver dans un instant, Sarah Lelouch, parce qu'on a fait un petit test avec vous sur l'intelligence artificielle. Vous venez d'en parler. Et bien justement, ça sera la chronique dans un instant et on vous retrouve. Exactement. Je rappelle que vous êtes quand même la fondatrice de la Société La Diversité du Cinéma Français. Entre autres, tout de suite, on continue. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors Thomas, cette semaine, vous vous posez la question de savoir s'il faut se former à l'intelligence artificielle. Je pense que pour Sarah, c'est très clair, ça va être oui. Moi, je pose la question, mais en fait, la réponse, elle vient surtout des salariés qui, à 76%, indiquent qu'ils souhaitent être préparés et formés à la bonne utilisation de l'IA, selon une étude menée par OpinionWay. Mais rappelons d'abord ce qu'est l'intelligence artificielle. Elle fait référence à des systèmes ou machines capables d'imiter l'intelligence humaine pour accomplir diverses tâches et peuvent s'améliorer elles-mêmes en se basant sur des informations collectées. Alors les entreprises, j'imagine qu'elles s'y préparent, mais elles font comment ? Certaines forment leurs salariés depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans en moyenne, confiant ainsi à l'IA des tâches sans valeur ajoutée, leur permettant, grâce à elles, de gagner du temps. Alors, selon la même étude, 55% des salariés jugent que l'intelligence artificielle se chargera d'au moins une partie de leur travail d'ici la fin de l'année 2024, autrement dit demain. Du coup, il y a un peu péril dans le meurtre pour ceux qui ne s'y intéressent pas vraiment. On a tous peur de finir au chômage. Alors en guise d'exemple, vous avez fait un test avec notre invitée Sarah Lelouch. Absolument, Jean-Marie. Alors je suis allé sur ChatGPT, j'ai tapé qui est Sarah Lelouch et j'ai voulu vérifier la véracité des informations. Et pour aller jusqu'au bout, j'ai soumis le résultat à Sarah pour qu'elle le corrige en live avant qu'on soit ensemble ce matin dans l'émission. Alors c'est à peu près juste, Sarah pourra en témoigner. Ouais, sur les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Bon, il y a quand même une erreur sur la date de naissance, il y a une erreur sur sa maman, mais à part ça, tout va bien. Et puis sur le contenu, c'est un peu sommaire. Ça veut dire qu'il y a des erreurs sur les choses les plus faciles en fait. En fait, oui. Ouais, mais voilà. vrai. Donc c'est intéressant. Et puis Sarah Lelouch a quand même une notoriété, donc on imagine ceux qui en ont un petit peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que la date donnée, le 9 octobre, est la date de naissance d'une autre de mes sœurs. Ah, voilà. c'est pour ça. Il y a un petit trompé. amalgame. Donc, difficile. Bon, j'espère qu'on se trompe pas d'anniversaire dans la famille. En tout cas, c'est le plus important. Pour conclure, est-ce qu'il faut en avoir peur de l'intelligence artificielle, Jean-Marie, Thomas ? il y a toujours un risque, bien évidemment, face aux révolutions technologiques. Alors, on sait toujours où elle commence sans savoir vraiment où ça se terminera. Elle frappe surtout ceux qui ne veulent pas s'y intéresser et qui pensent que cela durera le temps d'un printemps, même si on vient d'y arriver. L'IA bien comprise et bien utilisée va nous permettre de gagner du temps et nous faciliter au quotidien. En fait, il ne faut pas s'inquiéter pour ceux qui vont l'utiliser, mais plutôt ceux qui ne l'utiliseraient pas. Attention, peut-être que demain, l'IA remplacera les animateurs. Thomas Binet, enfin. Jean-Marie, à qui le dites-vous ? Exactement. Merci beaucoup, Sarah Lelouch, d'être venue sur le studio de Sud Radio ce dimanche pour Oser entreprendre. Merci à vous, Thomas Binet. Restez dans les parages. On vous retrouve dans un instant pour investir. On parle de quoi ? On va parler immobilier et crédit. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.